Français. Comme chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge, d'afficher un carton pour les 12, les 7, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, je décris à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 4 minutes est allouée au jury après la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom de la provenance de votre école. En contexte de mondialisation, le commerce international est un sujet crucial et même incontournable dans le monde des affaires. En effet, celui-ci croît plus rapidement que l'économie mondiale. De plus, de nos jours, le commerce international est à prendre en considération dans tous les projets, que ce soit sur notre territoire ou dans différents pays. Toutefois, certains obstacles peuvent venir freiner un projet de telle envergure. C'est donc pourquoi il est important d'être bien préparé. Henry Ford le dit, avant toute autre chose, être prêt est la clé du succès. Parmi ceux d'entre vous qui ont déjà voyagé, qui a déjà planifié un itinéraire? C'est la même chose en commerce international. Il faut toujours être prêt. Procter & Gamble a réussi à se tailler une place de choix sur les marchés internationaux. Il est maintenant temps de développer ses stratégies pour s'assurer une position de choix sur le marché canadien. Mon équipe, Isabelle Boileau, Olivier Houle et moi-même, Catherine Demers-Rivard, sommes ici aujourd'hui pour offrir la solution optimale à l'entreprise P&G. Notre mandat consistait plus précisément à déterminer la stratégie pour Procter & Gamble qu'elle devrait adapter afin de rejoindre le marché asiatique sur le sol canadien. Commençons d'abord par une analyse de Procter & Gamble ainsi que de l'environnement dans lequel elle évolue. P&G est une multinationale qui œuvre dans plus de 180 pays. Elle offre plus de 300 gammes de produits, ce qui lui vaut une réputation de qualité partout à l'international. Elle a également un réseau de distribution de choix, c'est-à-dire qu'elle entretient des relations étroites et de confiance avec ses distributeurs, ce qui lui vaut une grande notoriété. De plus, ses stratégies marketing sont reconnues. D'ailleurs, on lui a attribué un prix concernant sa publicité aux Olympiques de Londres en 2012. Par contre, sa stratégie marketing ciblée sur le marché canadien nécessite une mise à jour. En fait, on considère que la stratégie qui vise les groupes ethniques nécessite, en fait, comme je viens tout juste de le mentionner, une mise à jour, plus particulièrement. Quant à l'industrie, on remarque qu'il y a de nombreuses opportunités en sol canadien. On parle d'un marché asiatique canadien qui représente 11,3 % de la population canadienne seulement qu'en 2006. 50 % de cette population se disent mal ciblés par les produits. De plus, le secteur des soins de la peau est en forte croissance. Il croît à un rythme annuel de 4 %. De plus, Internet est une tendance en vogue, surtout pour les groupes ethniques, qui l'utilisent à 88 %, ce qui est plus élevé que la moyenne. Par contre, il y a certaines menaces qui sévissent également sur le marché, notamment celle de la concurrence, plus particulièrement de L'Oréal sur le marché canadien, qui détient 18 % des parts de marché. À l'étranger, on parle également de Estée Lauder, qui fait sa place de plus en plus forte sur le marché chinois. Le marché est également saturé pour les produits d'anti-âge. Une analyse comme celle-ci permet en fait de bien cerner les capacités de P&G à saisir les opportunités sur le marché. On parle également d'être en mesure de transformer les menaces en opportunités pour P&G, de sorte à ce qu'elle connaisse un succès réel sur le marché canadien. Suite à l'analyse de l'environnement interne et externe de l'entreprise, il est essentiel pour Procter & Gamble de se doter d'une stratégie maîtresse claire et efficace afin de raffermir sa position sur le marché canado-asiatique. Présentement, Procter & Gamble fait face à 2 enjeux majeurs, soit les concurrents et également un bassin de consommateurs canado-asiatiques qui est présentement mal ciblé. Pour tirer avantage de ces 2 enjeux, Procter & Gamble doit adopter la stratégie maîtresse qui consiste de miser sur les tendances médiatiques et la croissance du secteur des soins de la peau pour rejoindre des consommateurs qui sont présentement mal ciblés. Maintenant, avant de vous présenter les options envisageables et les avantages que vous pouvez tirer de ceci, il est primordial de définir certains critères. Les critères sont essentiels à prendre en considération compte tenu qu'ils peuvent influencer directement
le succès de l'implantation de l'option. Les critères sont au nombre de 5 et reposent essentiellement sur la croissance de l'entreprise, à savoir les parts de valeur et les parts de volume ajoutés, également les coûts par l'implantation de l'option, également l'image de marque, donc qu'est-ce qui est au niveau des produits, avoir une image positive dans la perception des consommateurs, également la rapidité de l'implantation du projet dans le temps, et finalement, vraiment le risque qui peut être perçu. Donc, le risque peut être de nature démographique ou économique. Également, j'aimerais attirer votre attention sur la légende en haut qui va servir de base de comparaison entre les différents critères. Pour rejoindre la population asiatique sur les marchés canadiens, 3 options intéressantes s'offrent à P&G, soit de développer une nouvelle marque, d'adapter une marque existante ou encore d'introduire une marque internationale. La première option est celle de développer une nouvelle marque. P&G est reconnu pour le développement de produits innovateurs. Par contre, développer une nouvelle marque nécessiterait de grands investissements en recherche et développement. Ce serait une option extrêmement coûteuse qui pourrait également cannibaliser ces autres marques. Également, on constate que le marché des soins du visage est saturé. Il y a plus de 9 marques nationales qui se battent en fait pour 75% des parts du marché. Introduire une nouvelle marque, en fait, ne permettrait pas à P&G de vraiment connaître une croissance et de rejoindre le marché asiatique. Les coûts reliés à cette option seraient extrêmement élevés. Le temps d'implantation serait plutôt long en comparaison aux autres options qu'on élaborera dans un instant, et le risque associé à l'option est très élevé. La deuxième option, quant à elle, est de en fait, miser sur les marques existantes. Donc, en fait, P&G connaît un très grand succès avec ses marques existantes. Par exemple, Olay, qui détient 23% des parts de marché actuellement. Par contre, les préférences des consommateurs asiatiques vont surtout aux marques occidentales. De plus, il y aurait possiblement une diminution de la loyauté des consommateurs actuels des produits P&G si on changeait les stratégies des marques existantes. Donc, par l'entremise de cette option plutôt, même si les coûts sont bas et le temps d'implantation est plutôt court, l'image de marque pourrait être très négativement affectée par cette option. La troisième option, quant à elle, consisterait à introduire de nouvelles marques à l'international en sol canadien. En fait, P&G est reconnu pour la qualité de ses marques internationales. On parle entre autres de SK2 et de DDF. Ce sont des marques innovatrices qui ont une notoriété, notamment sur le marché asiatique. La demande asiatique, quant à elle, est pour les produits de protection de la peau, les hydratants et les produits qui pâlissent le teint. Les marques SK2 et DDF répondent parfaitement à cette demande asiatique. En insérant les 3 options dans un seul tableau, on voit très clairement que la solution optimale pour P&G est d'introduire une marque internationale. Ainsi, elle pourra aller cibler la population asiatique sur le marché canadien pour vraiment aller agir avec un produit, que ce soit CK2. Donc, pour vraiment aller introduire au marché canadien une marque internationale sur le marché. La solution sera divisée en 4 tactiques, soit le développement, la culture, la distribution ainsi que le marketing. Commençons d'abord par regarder le secteur des soins de la peau au Canada. Donc, malgré la conjoncture économique et les changements qui sévissent sur le marché, on constate qu'il y a une stabilité en termes de catégories de produits. Les soins pour le visage, à 77% sont les plus intéressants à développer sur le marché canadien. Maintenant, regardons le consommateur type asiatique. Le consommateur type asiatique a un désir d'être beau. Un désir d'être beau peut être atteint par l'entremise d'un teint plus pâle. Il y a également une grande importance qui est accordée aux soins de la peau et un souhait de suivre les tendances cosmétiques. Il y a également une très grande popularité des marques occidentales. Donc, on recherche des marques occidentales de luxe, qui en fait c'est une recherche qui est faite par un segment de la population qui est plutôt insensible au prix. Poursuivons donc avec la première intégration de produits que devrait faire P&G sur le marché canadien. Cette intégration serait pour les 3 prochaines années. Donc, si on retourne vers un consommateur type asiatique, on constate qu'il y a une demande pour les produits de protection de la peau, de pâlissement du teint et les hydratants, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Le produit SK2 est un produit très haut de gamme. C'est un produit prestigieux et dispendieux, donc qui répond à la demande de ce segment de population qui est plutôt insensible au prix. En fait, pour P&G, ça veut également dire des marges bénéficiaires élevées, étant donné que c'est un produit de haut de gamme. La marque SK2 a un slogan de clairement
vivre, c'est-à-dire qu'il vise à vraiment rendre la peau plus claire, si on veut. De plus, il est innovateur et joue sur 5 aspects différents pour rendre la peau plus belle. Elle est également très notoire. Elle est présentement sur 13 marchés et au sommet de ces 13 marchés. Dans cette marque de SK2, nous vous conseillons fortement d'introduire les produits pour visage seulement pour les 3 premières années. Procédons maintenant avec la deuxième intégration, qui est de 3 à 5 ans. Le profil du consommateur asiatique type reste le même, tandis que le produit DDF, lui, offre une expertise dermatologique. C'est un nettoyant et également un hydratant. Par contre, à ce stade-ci, on vous conseille fortement de réévaluer les tendances des consommateurs asiatiques en sol canadien, de sorte à évaluer si vraiment les soins, les produits pour visage sont ceux en plus forte demande. Maintenant, c'est bien beau d'introduire ces produits en sol canadien, mais où le faire exactement? On vous conseille fortement 3 villes qui en fait ont une très grande population asiatique, notamment Toronto, Montréal et Vancouver. À Toronto, si on considère la population totale, on constate que 5,86% de la population est d'origine chinoise. À Montréal, c'est à 1,29%, tandis qu'à Vancouver, ça se chiffre à 10,32% selon le recensement de Statistique Canada de 2011. Il serait donc essentiel de vraiment miser sur l'introduction de cette nouvelle marque sur les marchés de Toronto, Montréal et Vancouver. Maintenant, regardons à l'interne ce que doit faire P&G pour vraiment mettre en place cette solution avec succès. Il serait important de faire appel au département marketing, c'est-à-dire de créer une équipe de travail. On fera appel à un chef d'équipe et à 3 représentants géographiques qui travaillent actuellement chez P&G. Cette équipe de travail devra mettre en place des stratégies marketing et veiller à leur mise en place. Ils devront également veiller à l'approvisionnement des produits et maintenir les relations positives avec les distributeurs. Maintenant, toute entreprise désireuse de connaître un succès auprès de consommateurs internationaux doit considérer les différences culturelles. On parle notamment de 3 dimensions différentes, soit la hiérarchie, l'individualisme et la vision temporelle. Lorsqu'on compare la culture chinoise à la culture canadienne, on remarque que les Chinois tentent à accorder une très grande importance au statut social. Ce qui veut donc dire qu'en faisant affaire avec des consommateurs chinois, on doit essayer de faire affaire avec des homologues de même niveau, que ce soit en entreprise avec des distributeurs et des détaillants chinois. Quant à l'individualisme, on constate que les Chinois sont très peu individualistes comparés aux Canadiens. On parle même de collectivisme, ce qui veut dire qu'ils ont une très grande loyauté face à leur marque locale et nationale. D'où l'importance à ce niveau-ci de faire de la publicité par l'entremise de personnalités chinoises réputées pour vraiment attirer les consommateurs vers les produits de Procter & Gamble. Quant à la vision temporelle, les Chinois ont une vision temporelle à beaucoup plus long terme que les Canadiens. D'où l'importance de faire preuve de patience lorsqu'on fait affaire avec cette culture, mais également de bâtir des relations de confiance à long terme. Les différences culturelles sont réelles et peuvent être une menace au succès d'une entreprise. Par contre, en ayant une meilleure connaissance et une bonne compréhension, on assure à P&G un très grand succès en misant sur les marchés asiatiques au Canada. Pour introduire un nouveau produit, il est important de faire affaire avec des distributeurs de choix. P&G a déjà un réseau de distribution incroyable au Canada. On va donc continuer à miser sur ces distributeurs. Pourquoi? Parce que P&G amène à ses détaillants un produit de qualité. Ils les connaissent, ils font déjà affaire avec ces produits-là, donc un nouveau produit va être très bien accepté. Également, du côté de l'innovation, on sait que P&G innove beaucoup, donc un nouveau produit va être encore une fois très bien accepté. Et un nouveau produit va amener de l'achalandage aux détaillants, ce qui va les amener à vraiment vouloir le mettre sur leur tablette, puisqu'on va faire beaucoup de publicité pour vraiment amener du monde en magasin et pour en faire profiter aux détaillants avec lesquels P&G fait affaire. De l'autre côté, ce que les détaillants amènent à P&G, un bassin de consommateurs. C'est eux qui sont directement sur le terrain, c'est eux qui font affaire directement avec les consommateurs. Donc également de ce côté-là, c'est sûr, c'est eux qui vont nous ramener les parts de marché, puisque c'est eux qui vendent directement le produit et c'est également eux qui vont être en charge de l'étalage. Donc la meilleure relation de confiance qu'on a, le plus d'étalage, le plus de place qu'on va avoir en magasin. Également, ce que les détaillants vont aller offrir aux consommateurs, c'est une variété. Donc le plus de produits que P&G que les distributeurs ont de P&G, les consommateurs vont être contents de les retrouver, de pouvoir vraiment s'approvisionner avec le produit qu'ils veulent, qu'ils recherchent.
Et également une proximité et un contrôle, puisque comme on le dit, les distributeurs font directement affaire avec les clients finaux. C'est donc vraiment un point à ne pas négliger. Tout ça pour vraiment aller créer des relations de confiance durable avec les distributeurs. C'est donc pourquoi on va aller utiliser du marketing B2B, de vraiment aller former notre force de vente pour que ceux-ci puissent aller vendre les produits aux distributeurs, puissent vendre l'idée du nouveau produit. Donc, de ce côté-là, la force de vente, les représentants, comme Isabelle l'a dit tantôt, va être en charge de faire la prospection, d'aller chercher des nouveaux distributeurs, d'aller vraiment accroître la visibilité de nos produits sur le marché et également de faire les négociations et la vente pour tout ce qui est avec SK2. Donc, vraiment d'aller leur proposer, d'aller leur démontrer les bienfaits de ce nouveau produit-là pour la population asiatique. Et finalement, de faire des suivis. Donc, de voir si ça a bien fonctionné, si les distributeurs sont contents, si les clients finaux sont contents, s'il y a des choses qu'on pourrait changer ou améliorer. Finalement, on va offrir des formations également en magasin, pour tout ce qui est magasin spécialisé. Donc, des vendeurs qui vont aller faire de la vente directe avec les clients, pour que ceux-ci soient bien informés. Quand les clients arrivent en magasin, il y a des formations, ils sachent les bienfaits vraiment que le nouveau produit va apporter. Donc, tout ça encore en lien pour aller créer des relations de confiance avec les distributeurs et ainsi obtenir plus de place en tableau. Pour le prix, on va garder un prix d'écrémage. Donc, vraiment, on va le positionner élevé. C'est un produit de luxe. On ne veut donc pas baisser le prix. On veut vraiment y aller, miser sur la qualité. Les gens savent que P&G offre des produits qui sont de bonne qualité, qui sont innovateurs. Donc, ils n'auront pas peur de payer le prix pour un produit de qualité. Et également, avec une publicité accrue, ça va amener de l'achalandage et ça va amener que les gens vont être moins réticents à payer un prix qui est un peu plus élevé. Dans l'optique de créer de la visibilité et de l'achalandage aux produits de Procter & Gamble, c'est très important de considérer le business to consumer. Donc, qu'est-ce que nous avons pensé faire? C'est faire de la publicité de masse qui repose essentiellement sur la distribution d'échantillons ciblés aux consommateurs canado-asiatiques, également de la publicité sur les médias sociaux. Nous avons ciblé celui de Qzone, qui est le média social le plus utilisé en Chine, qui a notamment 200 millions d'utilisateurs quotidiennement. Ça va permettre d'acquérir de la visibilité aux produits. Également, c'est très important pour Procter & Gamble de gagner au premier First Moment of Truth, donc dans les 3 à 7 secondes suivant le produit que le consommateur l'a vu, il faut vraiment que le consommateur tente de l'acheter. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est vraiment en adoptant un format qui est sobre et qui est de couleur terne pour être adapté au goût des consommateurs asiatiques et ça va également amener de l'achalandage au niveau des distributeurs. Des détaillants, pardon. Également, c'est très important de gagner au second moment of truth. Donc, lorsque le consommateur utilise le produit, qu'ils veulent le réacheter par la suite, donc de faire une rétention du client. Comment est-ce qu'on va obtenir ça? C'est vraiment avec les caractéristiques du produit qui plaisent à la population asiatique, notamment au niveau du pâlissement du teint. Donc, ça est fait dans le but d'accroître l'achalandage chez Procter & Gamble, en fait, au niveau de leurs produits. Donc, si on résume les deux tactiques promotionnelles, le B2B et le B2C, le B2B va amener une relation de confiance avec les distributeurs, le B2C va amener un achalandage au niveau des détaillants. Tout ça va faire en sorte qu'on va avoir un emplacement de choix. Et ça va faire en sorte que les parts de marché de Procter & Gamble vont être améliorées grandement. Maintenant, vous vous demandez probablement combien coûtera cette solution. On considère que la création de l'équipe de travail, plutôt la formation de cette équipe, se chiffrera à 40 000 $. Les frais de déplacement de ceux-ci pour justement la prospection et la représentation de vente en magasin se chiffrera à 40 000 $ également. La formation des détaillants, elle, se chiffrera à 100 000 $. Les échantillons et la publicité seront pour un grand total de 500 000 $. Si on considère une marge d'erreur de 10 %, la solution est de 748 000 $, ce qui est très peu si on considère les revenus qu'elle pourra générer. C'est bien vous mettre... en fait, à partir de demain, il faut donner une réunion avec le conseil d'administration pour les tenir au courant des futurs changements qu'il va y avoir au sein de l'organisation. Donc, dans une perspective de court terme, dans les 3 prochains mois, il faut notamment créer une équipe de travail et former les représentants. Dans une perspective de moyen terme, donc dans les 3 mois à 6 mois suivant l'implantation de l'option, c'est vraiment d'introduire la marque SQ2 et de former les détaillants, d'effectuer la publicité sur les médias sociaux, en fait sur Qzone, et à long terme, en fait dans les 6 mois et plus, de vraiment distribuer les échantillons aux consommateurs canado-asiatiques, étant donné qu'ils vont avoir pris conscience de la visibilité du produit par l'entremise de la publicité sur les médias sociaux.
Également, c'est très intéressant de mettre une option qui semble aussi intéressante que celle-là. Ça prend des mesures de contrôle. Donc, en ce qui a trait au retour sur investissement, nous pouvons clairement voir que le bénéfice va être supérieur à l'investissement. Nous pouvons voir que nous prévoyons une croissance de 7 % sur une période de 3 ans, qui va faire en sorte qu'on va avoir un bénéfice net de 1 418 256 $ pour un retour sur investissement optimal pour Procter & Gamble de 89,6 %. Également, en ce qui a trait au délai de récupération, donc la rentabilité de l'investissement, étant donné que nous prévoyons également 7 % de croissance sur une période de 3 ans et que le bénéfice net initial se chiffre à environ 20 millions de dollars et que l'investissement est de 748 000 $, nous prévoyons un retour sur un délai de récupération optimal pour Procter & Gamble de 14 mois. Souvent, quand on pense à indicateur de performance, on va penser chiffres, on va penser ratio. Par contre, il ne faut pas oublier tout ce qui est qualitatif. La satisfaction de notre clientèle. Est-ce qu'il aime nos produits? Est-ce qu'on a bien fait de rentrer celui-là sur le marché? Également des distributeurs et des employés. Dans le fond, vous allez vraiment vérifier la satisfaction de tous les gens avec qui on fait affaire. Et également, du côté de la part de marché. Donc, le volume également en valeur. Les ventes, le volume, est-ce qu'on a réussi à atteindre la croissance qu'on espérait? La présence dans les foyers asiatiques. Est-ce qu'on a réussi à cibler les bonnes personnes? Est-ce qu'on a réussi à faire rentrer les produits qu'on voulait? Les distributeurs, le nombre de points de vente. Est-ce qu'ils ont accepté de faire rentrer notre produit? Est-ce qu'on s'est offert une grande visibilité en magasin? Ensuite, pour la satisfaction de la clientèle et des distributeurs et des employés. Tout ça, on peut le faire en utilisant des pages de commentaires, des questionnaires, des suivis, que ce soit en magasin, les distributeurs peuvent les fournir et également on peut s'entendre justement avec les distributeurs pour avoir ces informations-là, pour qu'elles soient recueillies. Et donc vraiment aller voir les gens directement, leur demander ce qu'ils en ont pensé sur Internet, vraiment aller rechercher leur opinion. Il ne faut pas oublier, cette solution-là est pour le marché canadien. Toutefois, il ne faut pas oublier le marché asiatique. Estée Lauder arrive sur le marché. Il faut donc quand même se protéger. Il faut vraiment ne pas l'oublier. Donc, de ce côté-là, il va falloir agir rapidement pour mettre une solution sur pied pour vraiment garder nos marques de marché. P&G, en ce moment, est le leader sur le marché avec son SK2. Donc, il faut vraiment garder cette position-là. On est déjà sur pied, c'est nous qui est en force pour le moment. Donc, on va aller vraiment faire de la prospection, aller chercher des nouveaux clients et également fidéliser ceux qu'on a déjà pour qu'ils ne soient pas tentés d'aller voir vers le concurrent. En somme, une solution comme celle-ci va permettre d'aller rejoindre la population asiatique sur le marché canadien. Comment? En introduisant un nouveau produit, soit SK2. À plus long terme, un deuxième produit, DDF, donc pour aller vraiment chercher le marché asiatique à Toronto, Vancouver et à Montréal, soit les plus grandes villes au Canada. Par la suite, on va aller faire de la promotion B2B, donc former nos vendeurs, vraiment qu'ils connaissent bien le produit. Également faire de la formation en magasin pour ceux qui vont aller vendre directement le produit avec les clients finaux. Ensuite, on va aller faire également de la promotion, de la publicité de masse, pour que les gens connaissent le produit, pour qu'ils viennent en magasin, pour qu'ils aillent le chercher, pour qu'ils le demandent. Donc de ce côté-là, on va aller faire de la publicité et des échantillons dans les foyers où se trouve notre clientèle cible. Une solution comme celle-ci va permettre à P&G de garder sa place de choix sur les marchés mondiaux, mais surtout d'aller chercher la population asiatique sur le marché canadien. Merci. Merci de votre présentation. Première question, peut-être que je l'ai manqué au début, mais est-ce que vous visez les personnes plus jeunes, moins jeunes? Vous avez parlé des foyers asiatiques, là, mais qui vous cherchez dans un ménage? En fait, on est allé vraiment pour le marché asiatique. Après ça, c'est sûr qu'il va leur faire une segmentation qui est beaucoup plus ciblée. Par contre, votre département de marketing va pouvoir vous indiquer là-dessus, vraiment aller proposer des publicités qui sont beaucoup plus segmentées, mieux détaillées. Merci. Vous avez beaucoup parlé de distribution et d'établir des liens avec les différents distributeurs canadiens, le B2B. Dans quel genre de détaillant est-ce que vous voyez SK2 en vente? Est-ce que c'est partout au Canada le plus possible? Est-ce que c'est spécialisé? Oui, nous vous conseillons tout d'abord de miser sur les 3 villes principales qui sont Vancouver, Toronto et Montréal. Dans ces grandes villes, on vous suggère fortement de faire affaire avec des détaillants de plus haute gamme, étant donné que le produit est justement de haute gamme. C'est un produit prestigieux et dispendieux. On veut donc s'assurer d'attirer une clientèle qui va de pair avec notre offre.
Donc, misez vraiment sur les détaillants de produits plus haut de gamme, définitivement. Bon, c'est juste un détail, mais rapidement, vous avez parlé des revenus, 1,4 million. Oui. Je veux savoir un peu plus d'où ça vient, ce chiffre-là. 1,4 million, donc c'est vraiment le 7 sur 3 ans. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris au départ le bénéfice net de Procter & Gamble, qui se chiffre à 2 814 millions. Ensuite, on l'a décortiqué, étant donné qu'en Amérique du Nord, il y a 39 des parts qui viennent de ce marché, 12 au Canada, puis ensuite, au niveau des produits de beauté, 24 et en fait, au niveau des produits soins de la peau, environ 10 Donc ça donnait le 20 millions 814 000 $. On a pris le 7 qui donnait le 1 million. Merci. Au début, vous avez fait une bonne analyse des différentes options qui étaient présentées dans le cas. En fait, vous avez analysé un petit peu la marque existante qui est Olay, puis vous avez mentionné qu'il y avait un risque de diminuer la loyauté si on change la stratégie. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Parce que je sais qu'il y a déjà eu des différenciations avec le marketing. J'aimerais savoir un peu plus ce que vous en pensez. Tout à fait. En fait, le risque associé à cette option, c'est de dire que si la stratégie marketing pour ce produit, pour cette marque Olay change, on risque en fait de perdre la fidélisation des clients qui sont déjà qui apprécient beaucoup les produits Olay et surtout de nuire aux clients potentiels de Olay qui ne sont pas en fait asiatiques. Donc, c'est plutôt par rapport à la segmentation. Est-ce que je réponds bien à votre question? Oui. Oui. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Par rapport, vous avez parlé du premier moment de vérité, deuxième moment de vérité, c'est très bien. Je n'ai pas trop compris, par contre, c'était quoi votre intention avec le premier moment de vérité? Le premier moment de vérité, c'est vraiment de prendre le consommateur lorsqu'il magasine et qu'il voit le produit Procter & Gamble sur les tablettes, de l'emmener vers notre produit. C'est quoi votre stratégie? Là? La stratégie, étant donné que c'est le consommateur, on va l'emmener là par l'entremise de publicité sur les médias sociaux, donc Q-Zone, étant donné que les consommateurs canado-asiatiques sont souvent là également, leur envoyer des échantillons pour qu'ils viennent sur le marché par après, pour qu'ils l'achètent. Puis en ce moment, la stratégie aussi, c'est de vraiment que le format de la bouteille, exemple, soit de façon sobre, qu'il n'y ait pas trop d'application dessus, puis qu'elle soit de couleur terne pour attirer les Asiatiques. C'est bien. Merci. Merci beaucoup. Merci.